Les 9 marches. Anne et Daniel Meroy-Givaudan. Histoire de naître et de renaître. Édition Arista. À notre mère la terre qui a si souvent porté et nourri les enfants que nous sommes. Quelques propos post-conception, d'avant lecture. Owen a évidemment souvent parlé de la naissance et du mystère de l'incarnation. Sans doute a-t-on, d'ailleurs, écrit une infinité de volumes sur le sujet. Notre but, en prenant ici la plume, n'était certes pas d'en ajouter un de plus afin d'apporter notre propre quote-part à une somme déjà impressionnante d'informations tant psychologiques, religieuses que biologiques. Ce livre résulte tout simplement d'une expérience dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle mérite l'épithète d'étrange. Une expérience que nous n'avons pas recherchée mais qui s'est offerte à nous spontanément et que nous nous sommes scrupuleusement attachés à relater au jour le jour. Jusqu'à présent, notre faculté naturelle à provoquer la décorporation nous a amenés à investiguer les mondes de l'après-vie ainsi que d'autres univers plus subtils encore. Cependant, jamais les circonstances ne nous avaient permis d'entreprendre pleinement le voyage inverse. C'est-à-dire celui qui mène des mondes de lumière vers la Terre. Expliquons-nous. En termes clairs, nous avons été sollicités afin de suivre, pas à pas, l'itinéraire d'un être en train de s'incarner. Que se passe-t-il au juste pour une âme qui s'apprête à prendre un corps de chair et qui fait donc sien le ventre d'une mère? Par quelle phase d'évolution passe-t-elle? Comment son psychisme se modifie-t-il? Que se passe-t-il aussi au niveau de son fœtus et que les yeux physiques ne perçoivent pas? Autant de questions que les 9 mois nécessaires à la rédaction de ce livre permettent, entre autres, d'aborder. Disons-le d'emblée, nous n'avons pas choisi l'âme qui s'incarne et qui demeure bien évidemment au centre de ce travail. Celle-ci s'est présentée à nous, en quelque sorte mandatée par une volonté lumineuse. Peut-être d'ailleurs ne la rencontrerons-nous jamais physiquement. Il ne s'agit pas d'un être exceptionnel destiné à marre, car son temps, le jeu aurait été faussé. Il ne s'agit pas, non plus d'une âme encore engluée dans tous les pièges de la matérialité. Selon ses propres termes, elle est seulement une goutte parmi des milliers et des milliers d'autres qui ont compris que la véritable force et le germe de toute vérité résident dans le cœur. Son but est de servir. Les informations qu'elle nous a fournies pendant toute la grossesse de sa mère, sa propre métamorphose et celle de l'embryon puis du fœtus qu'elle a appris à habiter ne constituent donc pas les enseignements d'un maître de sagesse. Leur valeur est tout autre. Nous la qualifierions d'humaine au sens noble et enrichissant du terme. C'est à ce titre qu'elle nous a touchés en tant que témoins et parfois aussi un peu acteurs de son aventure. Car il s'agit bien d'une aventure que de naître ou de renaître en conscience à la Terre. S'il aborde bien évidemment un certain nombre de sujets métaphysiques dont celui de la réincarnation, ce livre, on l'aura sans doute déjà deviné, n'est ni un traité d'ésotérisme ni un récit répondant à une mode nouvel âge. Il ne veut être qu'un reportage, dénué d'artifice, mais tout vibrant d'une certaine lumière qui mène au respect de la vie et à la conscience de la chance que celle-ci représente. C'est cette lumière que nous avons tenté de recueillir puis de refléter aussi fidèlement que possible. Si les pages qui suivent parviennent à faire éclore un peu plus d'amour, de tendresse et de joie à la surface de ce monde, alors elles auront chanté juste. Prologue. Et nous avons immédiatement plongé dans l'immensité de ses yeux. Impossible de faire autrement d'ailleurs devant ce regard à demi ébahi où paraissent se mêler avec bonheur, joie et nostalgie. Ce regard couleur amande, c'est celui d'une femme toute jeune, toute brune, toute hésitante comme un funambule qui hasarde le premier pas au-dessus du vide. On m'a parlé de vous, a-t-elle d'abord susurré, puis prenant bientôt plus d'assurance. C'est drôle, je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait comme ça. Lorsqu'ils m'ont dit « tu vas retourner sur Terre, alors ce serait bien que tu travailles avec un couple pendant les 9 mois de ta gestation », j'ai cru que c'était une plaisanterie. Mais non, pas du tout, ils étaient sérieux et maintenant, je vous vois, vous êtes là. Elle s'est arrêtée sur ces mots et un silence est venu s'installer entre nous, léger, comme une autre forme de communication où l'on se dit plus. Maintenant, seulement, nous voyons bien ce qui se passe et où nous sommes. Depuis que notre conscience a quitté notre corps, il y a à peine quelques instants, tout est allé si vite. Le tunnel de lumière une fois franchi tel un sas au-delà et en dedans de nous, nous nous sommes retrouvés là dans cette grande pièce toute blanche et qui a comme un air de printemps. Ses murs, sa lumière nous donnent la sensation d'être dans une bulle ou dans quelque chose suspendu entre deux mondes. Pourtant, tout y est parfaitement concret et les quelques pas que nous y équissons pour en pénétrer davantage la quiétude résonne sur ces dalles. À vrai dire, nous cherchons nos mots et la jeune femme aussi. Eh bien oui, fait l'un de nous où tu vois, il n'y avait rien de plus sérieux. Une nouvelle fois, nos regards se croisent, mais c'est pour ne plus se lâcher, étrange comme un sourire spontané et incontrôlable dont on ne peut se défaire.
Quelque chose s'est passé au fond de chacun, une sorte de déclic magique au bout duquel soudainement on se sent bien ensemble sans savoir au juste pourquoi. Alors nous nous retrouvons tous trois à rire, semblables à de vieux complices qui viennent de se lancer une plaisanterie compréhensible par eux seuls. Voilà, nous savons que le pont est jeté et que le travail va pouvoir s'accomplir. En quoi consiste-t-il ce travail? Avouons-le, en quelque chose d'un peu fou a priori du moins. Il s'agit de suivre cette jeune femme, ou plutôt cette âme pas à pas, mois après mois, de communier avec elle pendant les 9 mois où sa future mère, quelque part sur Terre, va lui préparer un corps. Il s'agit de suivre son être, comme un fil directeur, pendant tout le processus de son incarnation. Est-ce bien un travail d'ailleurs? C'est davantage une collaboration, un partage, dont nous voudrions déjà qu'il soit une source d'amour, une source de juste inspiration pour ceux qui s'apprêtent à donner la vie. Partage est bien le terme qui convient. Nul doute qu'elle l'ait entendu en nous cette femme qui vient de faire quelques pas dans notre direction et que nous accueillons entre nos bras. D'accord, dit-elle, c'est évidemment évident. Nous ferons cela ensemble si vous le voulez toujours. Rien que par plaisir, rien que pour dire un peu plus ce qu'est la vie. Comment pourrions-nous hésiter une seconde? Devant notre acquiescement enthousiaste, elle nous attire maintenant quelque part vers un autre bout de la pièce qui semblait désormais s'allonger presque à accent grave l'infini, devenant ainsi une sorte de couloir. C'est mon âme qui crée ce décor, dit-elle doucement. Vous êtes dans une bulle de mon âme et de ma pensée. C'est une des choses que l'on m'a appris à faire et c'est de la sorte que vont beaucoup de manifestations ici. Que l'on t'a appris à faire? Oui, regardez, ce sont eux et puis quelques autres aussi. Je voulais que vous les voyiez parce que je sais que vous me comprendrez mieux. Dans la clarté paisible du couloir blanc émergent les silhouettes de deux êtres. Ce sont celles d'un homme et d'une femme qui se tiennent là comme une paire d'amis. Leur présence nous est soudainement si naturelle, si évidente qu'il nous semble qu'ils ont toujours dû être là et tout connaître de notre projet. Leur visage ne reflète pourtant pas la connaissance insondable de ces créatures angéliques que l'imagination populaire aime à façonner. Ils sont là, au contraire bien concrets, bien humains, avec toutefois cette espèce d'éternelle jeunesse et cette lumière intérieure que seul sait générer l'univers de l'âme. Voilà un peu ma famille. Ces mots se sont insinués en nous avec une force gaie, pétillant à la manière d'une coupe de champagne que l'on est heureux d'offrir un jour de fête. Ce sont mes guides, reprend la voix de notre nouvel ami. Enfin, je dis mes guides parce qu'ils m'ont appris que sur Terre c'est le mot qui est souvent utilisé. Mais, pour moi, ici, ce sont surtout mes amis, un peu mes professeurs aussi si vous préférez. Au fond de moi, dès que je suis arrivé parmi eux, c'était comme si je les connaissais depuis si longtemps. Je peux dire qu'ils m'ont aidé à tout apprendre de ce monde ou du moins qu'ils ont agi pour que je me souvienne de tout. Ce sont eux qui t'ont dit que tu devais retourner sur Terre. Hasardons-nous de concert tandis que les deux êtres s'en viennent tranquillement plus près de nous. Oui, mais je le sentais moi-même. Il y a, je ne sais pas, quelque chose qui me pousse à y retourner. C'est étrange, à la fois comme une attirance incroyable, une crainte et aussi une obligation. Quelque chose d'incontournable, alors j'y ai dit oui, je veux bien. Et c'est alors que mes amis m'ont conseillé. Un petit rire chaud et discret nous fait tourner la tête en direction du couple qui se tient maintenant à 3 pas de nous et paraît vouloir prendre part à la conversation. Mais la jeune femme reprend, à la fois plus volubile et plus émue, vous savez, je me souviens du moment où j'ai senti qu'il fallait tôt ou tard que je redescende. Cela a été vraiment comme un choc et je suis restée longtemps songeuse, un peu sans doute à la façon d'un enfant qui est confronté pour la première fois à la mort. Tu ignorais tout de la réincarnation. Oh non, j'y ai bien vu ici que ce n'était pas une chimère. Je n'ai jamais été éduquée dans ce sens mais j'ai assisté à tant d'arrivées et à tant de départs et il fallait se rendre à l'évidence. Et puis, il y a une telle logique dans tout cela mais, voyez-vous, cette notion était logée quelque part dans mon intellect, dans mon mental, comme une vérité juste bonne pour les autres. Pour la mort, c'est ainsi que cela se passe également. N'est-ce pas? Eh bien, dites-vous que j'ai un peu l'impression que je vais mourir, c'est mon tour. Alors, il faut que je lâche mon confort intérieur et surtout mes amis d'ici. Mais tu paraissais si heureuse il y a quelques instants. C'est que je le suis. Il y a d'étranges choses qui se sont réveillées au fond de moi, de vagues souvenirs, des désirs dont j'ignorais même qu'ils puissent encore exister. Ce sont eux maintenant qui me forcent à redescendre et je sens que ma volonté n'y peut plus rien parce qu'il y a des parties de mon être qui ressemblent à des coupes n'ayant pas encore été remplies ou trop peu. À moins que tu ne les aies renversées. L'un des deux êtres qui s'était approché de nous a laissé s'envoler ces mots sur un ton enjoué. Rebecca, continue-t-il, Rebecca, il faudra surtout que tu acceptes de parler de tout cela en détail.
Il faudra que tu te souviennes jusqu'au bout de cette promesse que tu nous as faite. Rebecca, dont nous entendons pour la première fois prononcer le nom, nous lance alors un regard très tendre mais aussi très résolu. Ne vous inquiétez de rien, je la tiendrai cette promesse, non pas parce que cela s'appelle promesse mais parce qu'ici j'y ai vraiment enfin compris que la terre a plus que jamais besoin d'amour et que les hommes ont plus que jamais besoin de comprendre. Il est grand temps, n'est-ce pas, que là-bas on sache ce qu'est la vie, d'où elle vient, où elle va pour qu'on l'aime un peu plus, ne serait-ce qu'un peu plus. C'est pour cela que j'accepte de mettre mon âme à nu. Je veux que ces 9 mois, pendant lesquels je vais habiter le ventre d'une mère, soient comme une main tendue entre la lumière et une autre sorte de lumière. Je veux qu'il soit un enseignement, mais un enseignement sans maître, sans dogme, sans la moindre petite manifestation de rigidité. Quelque chose de doux et de fort où il suffira de regarder et d'écouter au fond de soi pour saisir le essentiel. Je crois que nous nous comprenons, Rebecca, murmure l'un de nous. Il faut que nous offrions aux hommes et aux femmes le simple journal de bord de ton retour, le film de sa lumière avec ses joies et peut-être aussi ses doutes, traduits par des mots qui seront les tiens, en marge des philosophies, du langage ésotérique et au-delà de la volonté de prouver quelque chose. Nous n'avons rien à défendre, n'est-ce pas, puisque tout ceci ne nous appartient pas. Autour de nous tous, il semble que désormais la clarté se soit faite plus blanche, plus éclatante, comme si la joie de travailler ensemble et l'espoir engendré se mettaient à vivifier différemment ce lieu de l'âme. Et intérieurement, nous savons que c'est bien de cela dont il s'agit. La lumière du cœur est si contagieuse qu'elle habite en totalité nos maisons, même celles d'un jour ou d'un instant. Ne m'appelez plus Rebecca, dit soudain la jeune femme en se passant lentement les 2 mains sur le visage. Vous comprenez, je ne suis déjà plus Rebecca. Je ne dois plus l'être. Je suis ou je ne sais pas qui, mais je veux que ce soit bien, que ce soit mieux encore. Je veux, non pas me réincarner mais renaître. Voyez-vous la différence ? Oui, nous l'avons vu cette différence, avons-nous envie de répondre par un sourire. Oui, nous la comprenons aussi et nous sentons que ton âme a dit oui à ce projet parce qu'elle a la tendresse et l'enthousiasme de ceux qui veulent reconstruire. Et c'est à cela, les vrais amoureux, les vrais parents de la vie, non seulement dans la chair, mais aussi dans la conscience que ce livre est dédié. Chapitre 1er. Où es-tu au juste ? Est-ce que tu nous entends ? Ces interrogations s'échappent involontairement de nos consciences avec l'espoir que, telles des vagues, elles iront rejoindre la rive qui les attend. Il n'y a guère plus de quelques minutes que nous avons abandonné l'enveloppe de nos corps et que notre confiance nous sert d'unique boussole. Pourtant nous sommes là, comme des veilleurs dans ce monde de l'âme où les peines prennent forme et se mettent à voguer tels d'incroyables esquifs. Il n'y a guère plus de quelques minutes que nos corps sont oubliés et lentement nous tentons de visualiser l'image de celle qui fut naguère Rebecca afin qu'elle vienne prendre docteur toute sa place dans notre être. Les traits de son visage, comme endormis, nous rejoignent les uns après les autres et imprègnent notre écran intérieur. Voilà, le puzzle a retrouvé son unité et maintenant que ses contours paisibles demeurent en nous, tout peut arriver. Irrésistiblement alors, une force nous attire en arrière dans un silence total. Elle nous absorbe au creux d'une immensité de solitude vivante et nous avons la sensation de nous projeter quelque part, loin au-dessus des crêtes écumeuses d'un océan, loin au-delà des plaines, des villes de néon et des étendues arides. Tout défile avec la fulgurance de l'éclair, puis tout s'arrête, brutalement, comme par la magie d'un coup de frein de l'âme qui sait depuis toujours que c'est là qu'elle va et nulle part ailleurs. Nous sommes dans une ville, une grande ville. Le regard de notre âme paraît maintenant flotter à quelques mètres du sol et se laisse envahir par le défilé incessant d'énormes automobiles puis par l'éclat des vitrines. Une certitude jaillit en nous, nous nous trouvons sur le continent nord-américain. Quelques palmiers pourtant, presque, perdus dans des bouquets d'arbres nous dispensent comme une bouffée d'air pur et un rayon de soleil au milieu de cette sensation de tohu-bohu. Ici, nous ne sommes qu'un regard qui observe et se laisse porter par le quadrillage de quelques larges rues tracées au cordeau. Cependant, sur l'asphalte des trottoirs une foule grouillante et hétéroclite défile, ignorant tout de notre présence. Quelques instants se passent ainsi, merveilleux maître de non-vouloir et d'abandon confiant. Puis, brusquement, au sein de ce peuple bigarré, nos yeux et notre cœur se figent sur 2 femmes qui descendent tranquillement du perron d'un immeuble cossu. Il s'agit d'une mère et de sa fille, nous le savons d'emblée. Pour elles deux, c'est un instant de paix. Les lueurs que dégagent leur corps tranchent avec celles des passants et ne trompent pas. On y lit aussi le bonheur puis 1000 interrogations qui jaillissent telles de petites bulles de savon, prêtes à éclater. C'est ma mère, enfin la plus jeune d'entre elles. Bien sûr, une voix gaie a éclaté au-dedans ou tout près de nous et, machinalement, nous nous retournons, traversés par la sensation confuse d'être surpris au beau milieu d'un film.
Il y a comme le bruissement d'une présence, quelques fugitives étincelles bleues qui crépitent, puis plus rien. Seulement la certitude totale qu'elle est là, que nos âmes se sont presque rejointes et se regardent bientôt face à face. Rebecca? À nouveau, nous nous sentons tirés en arrière puis projetés en avant, vers le haut, dans un tourbillon de lumière laiteuse et fraîche. Il n'y a plus d'immeubles aux reflets de verre et les carrosseries aux éclats chromés se sont évanouies. À une très faible distance de nous, près. Que comme si nous faisions corps avec lui, apparaît Désor. Mais le visage de celle que nous cherchions, un peu diaphane sous son épaisse chevelure brune. Où sommes-nous? Nulle part en vérité, ou dans l'océan de la vie, dans un lieu de l'âme, un de ces lieux transitoires que celle-ci élabore desquels entre en métamorphose. Voilà, nous disons-nous, nous sommes entrés dans son monde, celui qu'elle a créé, tel un hologramme projeté par sa conscience et qui vit quelque part entre deux univers, entre deux longueurs d'onde. Nous essayons de comprendre ce qui se passe, du mieux possible. Déjà nous savons que nous sommes analogues à des images conscientes d'elles-mêmes, qui auraient quitté le canal d'une émission télévisée, celle de la Terre, sans pour cela en rejoindre complètement un autre, celui des âmes désincarnées. Cela nous fait sourire, espérons au moins que nous ne sommes pas ici tels des fréquences parasites. Oui, vous êtes toujours dans mon univers, murmurent les lèvres de notre ami dont le visage a maintenant repris une dimension normale en n'occupant plus la totalité de notre champ de vision. Mon univers, c'est la petite sphère de quiétude et de vie que se construit toute âme qui s'en revient vers vous, sur Terre. C'est le sas qui aide à faire le pas. Pour moi, c'est un peu un cocon, voyez-vous. Nous comprenons fort bien la raison de tout cela. Mais que se passe-t-il exactement, pense l'un de nous tous. Des fois un peu gêné par une entrée en matière aussi rapide. Ne vous excusez pas, répond-elle avec toute sa spontanéité. Nous sommes bien là pour travailler ensemble. Et puis sans doute votre présence m'aidera-t-elle tout autant que la mienne vous fournira de données. Je suis heureuse mais pour moi, c'est une épreuve. En vérité, le lieu où nous nous trouvons en cet instant présent nous fait songer à une salle d'attente, toute aseptisée, un peu nue, comme on en trouverait sans doute dans beaucoup de cliniques. C'est pourtant le même que l'autre jour lorsque nous l'avons découvert pour la première fois. Aujourd'hui elle a froid cette demeure. Quelque chose nous dit qu'il y a une sorte de courant d'air dans l'âme de notre ami. Je suis sotte, dit Rebecca pour s'excuser du trouble qui l'envahit visiblement. C'est vrai, j'ai un peu froid au cœur alors le souffle que je mets dans cette pièce, évidemment. Vous savez, vous marchez ici dans des sortes d'atomes que ma pensée a créés, que mon imagination assemble et que ma volonté maintient cohérent. Alors voilà, je ne puis vous cacher ce que je ressens actuellement. Vous avez accepté de voyager avec moi, dans ma maison il faudra bien en vivre tous les aléas. La gaieté de notre compagne a repris le dessus et immédiatement la clarté immaculée du lieu parle différemment de sa créatrice. Sur l'un des murs, une fenêtre s'est spontanément dessinée. Ses battants sont grands ouverts et laissent apparaître des silhouettes d'arbres tout en fleurs, presque sorties d'un splendide tableau impressionniste. Vous aussi sur Terre vous faites comme moi ou comme nous ici. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vivez dans vos pensées, vous les habitez comme une maison tout autant qu'elle vous habite. J'ai mis longtemps à bien le comprendre, mais maintenant que j'y ai gravé cela en moi, je me suis juré de redescendre avec cette mémoire. Tu veux dire que lorsque nous pensons, nous produisons des sortes d'atomes qui créent véritablement un décor et que la qualité de ce décor engendre celle de notre vie. C'est tout à fait cela enfin, j'y ai dit des sortes d'atomes pour bien vous faire voir qu'il s'agit de quelque chose de très concret. Mes amis, mes guides si vous préférez, me parlent parfois d'éléments vitaux ou de germes vitaux, comme des cellules indépendantes, ou encore des briques avec lesquelles chacun façonne le moindre détail de son propre univers. Ainsi, sur Terre, lorsque cela m'a été permis, j'ai vu que vous étiez nombreux à vous construire des décors de l'âme bizarrement étroits, limités, plutôt compliqués et sombres. Savez-vous que c'est dans ces décors que vous vous projetez lorsque vous rêvez? Mais, dis-nous, ce n'est pourtant pas ton monde, cette pièce nue où nous nous trouvons. Était-ce si nécessaire que tu façonnes ainsi cette salle de transit pour t'en revenir vers nous? Rebecca s'assied sur le sol, songeuse. Pour la première fois nous remarquons les vêtements qu'elle porte. À vrai dire, ils n'ont rien de bien particulier, une longue jupe d'un rouge un peu sombre et un chemisier aux manches plutôt amples qui disparaît sous le buste dans une très large ceinture lacée. Non, il n'était pas nécessaire que cela soit ainsi dit. Elle, cela ne l'est d'ailleurs toujours pas, mais je veux en terminer avec autrefois. Je veux évacuer beaucoup de choses de mes vieilles habitudes. Il ne faut pas que je perde de temps j'y ai vu qu'il y avait tellement de choses à faire. En général, lorsque l'on se confectionne une petite bulle comme celle-ci, pour revenir, on y met automatiquement les points de repère de notre cœur. Les points de repère. Oui, je ne sais pas. Une musique par exemple, un petit lopin de terre.
J'ai même vu quelqu'un ici pour qui c'était un gros chaudron de cuivre. Il aimait l'astiquer et prétendait qu'il y trouvait son équilibre. Cela, c'est pour les premiers temps, mais après il paraît que toutes ces choses s'en vont d'elles-mêmes, comme si un vent venu de la terre venait les balayer de la mémoire. Moi, j'ai dit tout de suite à mes amis que je ne voulais pas faire cela. Je sens qu'il faut que je fasse place nette. Je veux revenir complètement neuve, voyez-vous, parce que je sais que ce que j'emporte avec moi maintenant restera encore imprimé dans ce que je vais vivre comme en filigrane. Lorsqu'on m'a proposé de faire ce travail avec vous, je me suis hâté d'apprendre avec des amis tout un tas de concepts et de mots qui n'existaient pas pour moi. Beaucoup ici ne se soucient pas, hélas, de ce qu'ils vont avoir à faire quand ils reprendront un corps charnel. Les âmes aussi aiment parfois leur confort et ce n'est pas, ainsi que vous le dites, parce qu'elles sont passées de l'autre côté, qu'elles se débarrassent de leurs vieilles habitudes de paresse. C'est pour cela que je ne veux plus qu'il y ait d'heureux. Becca, même si celle-ci n'a pas été malheureuse sur Terre, même si celle-ci a connu le bonheur après, ici, avec tous ses amis. J'ai un peu peur des habitudes, je l'avoue, parce que j'y ai vu à quel point elle figeait la conscience de quelques-uns de mes compagnons, dans les pays, dans les mondes où ils vivent maintenant. Tu parles de pays. Point sur la Terre. Oh, non. Ici et enfin, là où j'étais avant, mais c'est encore un peu la Terre aussi. Vous savez, là-bas, on comprend à un moment donné qu'il existe également des pays pour les âmes et que rien ne nous empêche de passer leurs frontières si ce n'est notre manque d'amour et notre manque de volonté à découvrir la vie. Mais aidez-moi maintenant à revenir. Tout cela c'est fini. Peux-tu nous dire, alors, comment tu as su qu'il fallait que tu t'en retournes parmi nous? Le visage de notre ami s'est soudainement éclairé comme au souvenir d'un instant délicieux. Nous en concevons une certaine surprise. Est-ce donc un événement si joyeux que d'endosser à nouveau une tunique de chair et d'os? Je ne sais pas grand-chose de l'itinéraire que je vais connaître, du moins pas assez pour en concevoir aujourd'hui un véritable bonheur. J'essaie plutôt déjà de l'imaginaire avec les promesses que je me suis faites. Quelquefois, je me dis que je ferai ceci, que je ferai cela. Mais ce n'est pas cela qui me fait sourire, c'est le souvenir de cette vague de paix qui m'a envahi lorsqu'on m'a demandé clairement de revenir. Là-haut, j'étais dans un monde où il n'y avait que des vergers et je m'étais fait une maison recouverte de chaume comme celle que j'avais autrefois en Europe. C'était merveilleux, j'y ai vu et appris tellement de choses. Et puis, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, j'ai senti que j'y avais de plus en plus envie de dormir. C'était une sensation que j'y avais oubliée depuis tant de temps. Mais c'est seulement lorsque je me suis réellement endormi que j'y ai compris que quelque chose changeait dans mon âme. Simultanément alors, la notion des jours qui passent a de nouveau envahi tout mon être. Cela aussi avait complètement disparu de mon univers. Il n'y avait plus jamais de jour, ni de nuit, là où j'y avais décidé de vivre, et puis voilà que réapparaissait une sorte de poids sur les paupières, d'abord un besoin de sieste, puis celui d'un si long sommeil. Après l'un d'eux, je me suis réveillé avec, en tête, des images très fortes semblables à celles que laisse derrière lui un rêve pénétrant. J'étais habité par des visages, surtout des visages, puis par des scènes d'un monde trépidant auquel je ne comprenais rien et tellement lourd. Mes amis m'ont dit que j'y avais été attiré par des âmes qui m'étaient proches et dont je ne connaissais plus l'existence, que j'y était un peu comme de la limaille de fer qui commençait à se laisser prendre par un aimant. Lorsqu'ils disaient cela, ils ne plaisantaient pas, voyez-vous. Depuis cette expérience, ils m'ont appris que lorsqu'une âme, pour 1000 raisons, devient l'as de son univers, une matière qu'il appelle l'esprit de fer augmente en densité dans son corps et c'est elle alors qui rend plus pesant l'état de veille, plus difficile la clarté de la conscience. Je voulais vous dire par cela qu'il y a vraiment une biologie pour le corps de l'âme. Ce corps n'est pas une sorte de vapeur comme vous l'imaginez souvent sur Terre. Celle qui fut Rebecca continue de nous parler de ses sommeils, de la langueur aussi qui a submergé son âme et, ce faisant, semble n'avoir pas remarqué que le décor où nous partageons ces instants a changé. Combien a-t-il fallu de temps, d'ailleurs, pour que nous-mêmes nous nous en apercevions? Nous serions bien en peine de le dire. Nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence, la vaste salle toute blanche s'est désagrégée, grignotée progressivement par quelque chose de plus petit, dans une ambiance plus dorée. C'est celle d'une maison à l'unique pièce, aux gros meubles massifs, aux formes simples et rustiques. Une cheminée occupe la quasi-totalité de l'un des murs et un feu crépite joyeusement, renvoyant ses lueurs dansantes sur des tentures de velours. Il y a des bougies partout mais la lumière ne vient pas d'elle, elle est une vibration dans l'air, c'est elle, dirait-on, qui tisse par sa seule vie la totalité du décor. C'est ici, entre autres, que j'y ai vécu depuis que j'y ai quitté la Terre, commente soudain notre ami en tchan géant de thon. Oh, vous pouvez vous y déplacer, vous verrez, ce n'est pas du carton-pâte. Du moins pas plus que tout ce qui existe autour de vous chez les vivants. Les hommes d'en bas aussi fabriquent mentalement leur décor et leur univers.
Ils sont tous complices pour le limiter à certaines caractéristiques. Ici la pensée peut se faire plus souple, plus puissante, plus libre, c'est la seule différence. Vous voyez ce banc adossé à la fenêtre? Eh bien, c'est là que j'y ai vécu ce premier sommeil dont je vous parlais il y a quelques instants. Lorsque je suis revenu à moi, mes amis étaient présents à mes côtés. Ici, un état léthargique équivaut à un appel lancé. Il est le signe qu'une âme réclame une mutation et a peut-être besoin d'aide. Dès lors, à l'issue de toutes mes somnolences, j'y ai commencé à ramener du fond de ma conscience une série de visages et au réveil, on me demandait automatiquement si ce qui émanait d'eux me plaisait. J'ai dit oui, très vite, avec beaucoup de force, ou plutôt je l'ai pensé car ce on qui me questionnait, je crois que c'était une force issue de mon propre esprit. Un jour, mes amis ont ouvert devant moi, dans le verger voisin de la maison, un très beau tunnel de lumière dans lequel ils m'ont emmené. Je sais combien cela peut paraître stupide de dire cela de cette façon, mais en fait ce ne laisse pas davantage que de faire apparaître des images sur les écrans plats que vous appelez télévision. Maintenant, j'y ai compris que rien n'était impossible parce que la matière et la vie qui animent celle-ci sont modelables et perfectibles à l'infini. J'ai compris aussi que l'on pouvait pénétrer dans la lumière elle-même et faire ainsi des incursions sur d'autres fréquences où la vie se manifeste. C'est comme cela par conséquent que j'ai suivi mes guides dans le tunnel lumineux. À son extrémité, ils m'ont montré une clarté jaune et, dès que j'y ai aperçu celle-ci, je me suis retrouvé immergé en elle mais aussi dans un décor qui m'était totalement inconnu. Je savais seulement que c'était celui d'une chambre dans un hôtel et que la lumière ressemblait à celle du matin ou une petite lumière bleue ensoleillée à travers des rideaux à demi tirés. Il y avait là un homme et une femme, jeunes tous les deux. Lui était encore allongé et elle venait de s'asseoir sur le bord du lit. J'ai été surprise par la foule incroyable, des petites étincelles roses et aussi des lueurs violettes qui tourbillonnaient autour d'eux. C'était le signe qu'ils s'aimaient d'amour vrai. Alors, ce n'est qu'à ce moment-là, comment vous dire? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'y ai pu contempler librement leur visage, et cela m'a donné un choc si doux, si inexplicable. J'avais envie de leur dire oui, c'est cela, oui c'est vous. Ces visages je les reconnaissais, voyez-vous, c'étaient ceux de mes rêves, ceux auxquels j'y avais déjà répondu oui, sans trop savoir à quoi ils correspondaient. Depuis, je reste persuadée que quelque chose de profond, avant cette rencontre, m'unissait déjà à eux. Mes amis n'ont rien voulu me dire à ce sujet. De toute façon ils savent ce qu'ils font et c'est sans doute très bien ainsi. Ils m'ont simplement signalé une chose qu'il faut que je vous répète parce qu'elle concerne tous les hommes et toutes les femmes qui s'aiment et ceux qui ne savent pas encore qu'ils s'aiment. Ils m'ont dit, Rebecca, lorsqu'un couple s'aime et que leur amour physique les amène à concevoir un enfant, l'homme et la femme ignorent généralement que leur alliance chamelle a déjà été conclue en dehors de leur corps bien avant leur acte. Comment cela? Ai-je alors demandé. C'est tout simple. Tu sais que pendant leur sommeil, les âmes abandonnent leur corps et se rencontrent dans des lieux qu'elles se confectionnent. Là elles donnent libre cours à leurs espoirs, à leurs désirs, à leurs craintes aussi. Eh bien, en ce qui concerne la conception d'un enfant, il en est de même. L'acte de procréation a toujours lieu dans le corps de l'âme quelques 3 mois de temps terrestre. Avant l'acte physique. Même si la rencontre n'a pas encore eu lieu, les âmes, elles, savent ce qu'il en est. Notre amie, qui est demeurée assise sur le sol, vient de lever les yeux dans notre direction comme pour nous suggérer « Asseyez-vous, vous aussi ». Puis elle ajoute « Si vous voulez, nous irons les voir ensemble, mes parents ». Tout se passe alors comme si elle voulait briser l'élan d'émotivité qu'il a peu à peu absorbé. Cela m'a fait un choc, répond-elle, je l'avoue. Mais au fond, je ne sais pas grand-chose d'eux. C'est peut-être le fait d'apprendre que nous serons liés qui m'a serré un peu la gorge. Je voudrais tellement rester indépendante. Finalement, pour moi, ce ne sont jamais que des étrangers qui s'aiment. D'ailleurs, je me tiens encore si rarement auprès d'eux. Je suis heureuse d'aller leur rendre visite, mais je me demande parfois si ce n'est pas davantage par curiosité que mue par un sentiment authentique. Rebecca, nous ne savons te nommer autrement. Dis-nous s'il y a longtemps que tout cela s'est produit. Oh non, guère plus de 3 semaines sur Terre. Lorsque je les ai vus dans cette chambre, j'y ai tout de suite su qu'il était en vacances. J'ai voulu les suivre un moment et rester dans leur rayonnement parce que c'était doux et bon, et puis aussi parce que j'y avais de l'intérêt pour tout ce qu'ils regardaient. Pourtant je n'ai pas réussi à tenir longtemps. À un moment donné, j'ai senti une douleur, une sorte de nausée et alors une force m'a tiré en arrière jusqu'ici. C'était un peu une sensation d'indiscrétion, sans doute. Je n'ai jamais eu cette impression. Je pense que d'ailleurs tous ceux qui comme moi s'en reviennent ne connaissent pas ce sentiment vis-à-vis de la Terre ou tout au moins ceux qui appartiennent au monde où j'y ai vécu.
Vous savez, nous avons bu à une telle source de paix qu'il y a de longs moments que nous partageons la conviction intime, viscérale même, d'être tous un. Cela s'explique difficilement. Cela prend l'apparence d'une certitude qui vient s'inscrire jusque dans notre chair, ici. Pourtant, parmi mes compagnons de cette vie que je quitte, un certain nombre n'ont jamais eu la moindre préoccupation de nature spirituelle. Simplement, c'est la qualité profonde de leur cœur qui leur a fait vivre et expérimenter cette vérité, c'est elle aussi qui les a rassemblés ou beaucoup plus qu'ils ne le pensaient en arrivant. Non, je vous le dis encore, je n'ai jamais ressenti de gêne en pénétrant dans l'intimité de mes parents. Vous savez, j'y vais souvent maintenant, presque tous les jours, même si c'est bref à cause de cette douleur. Ce qui m'intrigue et qui m'amuse, c'est surtout cette danse incroyable autour du ventre de ma mère. Cette danse? Voudriez-vous m'accompagner? Mes amis m'ont certifié que c'était possible si vous restez présent dans mon cœur. C'est une simple histoire d'affinité sans qu'il y ait besoin de je ne sais quelle connaissance ou de quelle formule, mais vous le savez bien. Une histoire d'amour de plus, finalement. Nous avons pris les mains de Rebecca dans les nôtres. Petit contact instinctif pour sceller définitivement une amitié et le partage du nouvel itinéraire d'une âme. Il fait bon dans la lumière de l'âme de Rebecca. Elle est toute simple, sans fausse couleur, sans chaleur factice. Elle parle vrai comme un roseau dont on a fait le plus vivant et le plus pur des instruments de musique. Il faudra apprendre à se laisser guider par elle, à la préserver peut-être aussi parfois, de sa fragilité. La petite maison aux gros meubles et aux épaisses tentures s'est insensiblement fondue au cœur d'une spirale de lumière. En confiance, nous nous y sentons bien et nous commençons à y marcher tous trois. Étrange corridor en vérité et d'une matière encore si dense. Plus que jamais la sensation de cheminer dans un sas trouve en nous sa justification. Tout s'accomplit presque hors de notre volonté dans un silence total et il nous semble même que l'émission d'une pensée, ou d'une seule question viendrait flétrir la beauté de l'instant. Ici, entre deux mondes, l'univers demande simplement l'abandon des petites résistances. Ici, la vie rejoint la vie, son côté pile et son côté face sont proches de l'unification. Soudain, il y a comme un éclatement. En dessous de nos pas, autour de nous, plus rien, rien d'autre que la lumière et nos âmes. La sensation de froid est pénétrante mais aussi très brève. Le temps d'un vertige et un décor se plantent aussitôt autour de nous. Involontairement nous le contemplons d'abord d'une hauteur de quelques mètres. C'est celui d'une maison ou d'un appartement que nos regards se mettent à parcourir, libres d'en investiguer tous les recoins. Une sorte d'instinct nous pousse à désirer apprécier la qualité de son atmosphère. Et Rebecca, pensons-nous soudainement. Elle a disparu de notre champ de vision dès notre incursion dans ce lieu où tout comme si elle n'était pas arrivée au terme exact de sa destination. Quelque chose nous dit qu'il faut laisser glisser nos corps astraux le long du couloir tapissé de bleu puis traverser un salon mangé par une énorme banquette de velours. Voilà, nous découvrons une chambre où nous n'osons d'abord pénétrer comme s'il s'agissait d'un sanctuaire. Une jeune femme en pantalon de toile y est allongée sur un lit et somnole à demi, face à un téléviseur qui fonctionne en sourdine. Rebecca aussi se tient là, presque recueillie. Nous sommes en vérité semblables à trois consciences suspendues dans un angle de la pièce et pénétrées par la sensation de vivre quelque chose à la fois de mystérieux, de simple et de beau. Regardez, murmure notre ami, c'est toujours comme cela. Dans la danse paisible des lueurs colorées qu'émet le corps de la jeune femme, un flot de fumerolles plus concentré capte notre attention. Il entoure la totalité de son bassin tandis qu'en son centre virevolte une multitude d'étincelles violacées. Impossible d'affirmer si ces manifestations lumineuses proviennent du corps lui-même ou si celui-ci au contraire les attire, les extrait de quelque état de la matière. À vrai dire, il semble plutôt y avoir échange subtil entre l'organisme de la jeune femme et la nature éthérique du lieu. Nous sentons qu'il nous faut installer un peu plus de paix en nous et observer, de plus en plus précisément, avec de plus en plus d'amour. Maintenant, nous voyons bien qu'il n'y a aucun arbitraire, aucun hasard dans la danse apparemment déconcertante des étincelles violettes. Chacune d'elles, tout d'abord, paraît surgir du sol ou du moins d'un courant horizontal parcourant ce sol et qui acquiert à proximité du corps de la jeune femme une densité plus grande. Singulièrement, par quelque mystérieuse sélection qui nous échappe, certaines d'entre elles sont très vite retenues dans la périphérie du bassin tandis que d'autres, plus nombreuses, sont rejetées puis disparaissent. Nous songeons à un puzzle microscopique que la nature elle-même assemble. Regardez encore, murmure à nouveau Rebecca, pénétrée par une évidente émotion. Regardez, les étincelles violettes entrent aussi dans son corps. On dirait que celui-ci les aspire très vite desquelles on commençait à tournoyer un peu autour de lui. C'est le fœtus dans lequel je vais entrer un jour qu'elle fabrique ainsi.
J'y suis encore bien étrangère, mais mon cœur ne peut s'empêcher de battre différemment à chaque fois que je vois tout cela. Mes amis m'ont expliqué que c'est la forme de vie qui est présente dans la Terre, en tant qu'élément, qui génère toutes ces étincelles et ces fumerolles. C'est pour cela qu'elles se déplacent horizontalement, ce sont comme des germes issus de l'énergie tellurique. Ainsi, voyez-vous, les émanations des semences minérales de cette planète préparent le terrain autour duquel le fœtus va croître. Elles façonnent dans le moule subtil, vous dites éthérique, dans lequel la chair va pouvoir apparaître. Vous savez, il y a d'autres éléments de la nature, comme l'eau ou le feu par exemple, qui œuvrent là aussi en ce moment, mais, à notre niveau, c'est encore tellement timide, tellement fin, que nous ne pouvons pas encore les apercevoir. C'est du moins ce que l'on m'a chargé de vous dire. Nous voudrions savoir, n'as-tu pas un peu de peine à nous parler de tout cela, car c'est ton futur corps qui s'élabore ici. Ce n'est pas très facile, mais j'y ai promis que je le ferai. Vous savez, dans quelques mois je ne sais pas ce que cela provoquera, mais aujourd'hui, je suis encore tellement extérieure à lui. Je ne l'ai pénétré que 2 fois et si rapidement. Peux-tu nous parler de cela? Non seulement je le peux, mais il le faut. Cela s'est produit il y a peu de temps et cela correspondait exactement, m'a-t-on dit, avec le premier mouvement du cœur de mon futur corps, c'est-à-dire vers le 21e jour après la procréation physique. Lorsque c'est arrivé, je l'ignorais, mais cela correspondait à un appel très fort vers ma mère, quelque chose d'irraisonné et aussi de difficile à vivre. C'était un besoin impérieux de descendre, d'être en sa présence. Jusque-là, je m'étais contentée de rester dans le rayonnement de son corps, dans son aura si vous préférez. Je n'osais pas faire davantage et je ne savais d'ailleurs pas comment les choses pouvaient se passer. Je comprends maintenant qu'une âme qui vit cela consciemment doit s'efforcer de ressentir, d'écouter son cœur et ses élans et que nul guide ne lui fournira pour cela de mode d'emploi. L'amour commence là, lorsqu'intuitivement on sait que la fusion approche, qu'elle nous appelle. Quant à moi, je suis entrée dans le ventre de ma mère d'un seul coup. Comment vous dire? Je me tenais près de son côté. Il y avait une telle lumière jaune qui rayonnait d'elle et je la devinais soucieuse, et puis en un éclair, je me suis retrouvée en elle, comme aspirée. J'ai eu un peu mal. C'était une pesanteur sur la poitrine et une forte nausée. Mais pendant quelques instants j'y ai surtout cru que j'allais étouffer, que j'étais immense, complètement dilatée dans quelque chose de minuscule. Alors, stupidement je me suis mise à avoir froid. Pourtant je comprenais clairement que toutes ces sensations n'étaient fabriquées que par ma conscience mentale, on me l'avait suffisamment enseigné. Aujourd'hui, en vous parlant de cette épreuve, il me semble que c'est du bruit dont j'ai le plus souffert et que c'est lui qui m'a poussé à quitter très vite le ventre de ma mère. Sa respiration et les battements étranges de son cœur me procuraient la sensation d'un brouhaha assez pénible, et difficilement supportable. Maintenant, je sens que je vais m'y habituer, cela commence à me faire songer au ressac des vagues sur une plage. Finalement, ce sont déjà les bruits de l'autre rive. Nous savions, et tu nous l'as confirmé, que l'énergie subtile issue de la Terre elle-même intervient en premier lieu dans la confection du moule éthérique dans lequel va croître physiquement le fœtus, mais as-tu appris quelque chose de plus sur les semences minérales que tu as évoquées? Oui, le courant tellurique qui sert à l'élaboration du moule éthérique puis du futur corps physique distribue à ceux-ci l'essence de chacun des minéraux majeurs que l'on trouve sur la Terre et qui correspondent aux planètes du système solaire. En ce moment, bien que mon fœtus absorbe les principes de tous les métaux, on m'a dit que c'est surtout l'énergie de l'or et donc du soleil qui intervient. Mais de mon côté je n'en ressens pas l'effet, voyez-vous. Rebecca, est-ce que tu veux dire que si ce fœtus qui se forme à peine venait à mourir physiquement tu n'en éprouverais aucune gêne, aucune douleur? Oh non, répond aussitôt notre ami avec un sursaut. Oh non, ne dites pas cela, j'ai déjà une mère, c'est elle qui m'a appelée, et puis je ne sais pas, depuis que je suis entrée dans son ventre c'est comme si une alliance était définitivement scellée. J'ai commencé à l'habiter et si je devais ne plus y retourner je crois que j'en ressentirais de toute façon une violente douleur physique. J'y ai déjà pensé et cela m'a procuré une sensation de brûlure aux alentours de la rate. Je me souviens avoir appris toutes ces choses avec mes amis mais il me faut avouer que c'était un peu resté lettre morte. Maintenant je sais que dès que le cœur d'un fœtus se met à battre cela correspond bien à un attachement viscéral entre l'âme de celui qui vient et sa mère. Cela peut paraître stupide à certains mais la nature profonde des minéraux est analogue à celle d'une âme qui tisse aussi ses propres liens et qui en transmet d'autres. Et puis maintenant qu'il y a un cœur qui bat dans ce ventre. Même s'il est encore extérieur à moi et indépendant de ma volonté, c'est exactement comme si on m'avait confié une clé que je ne dois pas perdre. Tout en prononçant ces mots, Rebecca, avec la souplesse de la flamme d'une bougie, s'est approchée davantage du lit où repose la jeune femme.
Il n'y a guère plus de quelques jours qu'elle a appris la nouvelle, dit-elle d'un ton enjoué. C'était juste avant que nous ayons fait connaissance tous trois. Désormais les deux auras n'en font plus qu'une. Rebecca est si proche de sa future mère qu'elle semble déjà absorbée en elle. En peu de temps, nous avons vu les émanations lumineuses de son âme se modifier insensiblement jusqu'à se faire transparentes. Puis elles se sont modulées et maintenant elles se teintent selon une gamme bleutée. C'est tout simplement beau. Plus beau, sans doute, plus spontané aussi que nombre de ces méditations qu'une âme en quête de paix tente péniblement de faire fleurir en elle. Pour nous, en cet instant, ce n'est pas une mère et son enfant qui font leur premier pas l'un vers l'autre, mais plutôt deux consciences adultes qui se souviennent lentement de leurs promesses mutuelles, deux âmes qui retrouvent un amour sans artifice en attente, quelque part, au fond d'elles-mêmes. Et tandis que la chaleur de leur cœur nous envahit, c'est toute l'atmosphère de la chambre qui s'en trouve métamorphosée. Chaque chose, chacun aussi, est pris sous le charme d'une sorte de mélodie à peine perceptible. Une sonorité si grave. Sans doute notre présence est-elle désormais devenue superflue car Rebecca a échappé à notre regard. Le corps de son âme a disparu. Il s'est fluidifié au contact de celui de la jeune femme qui dort maintenant d'un sommeil profond. Il s'est adapté à un autre espace, sur une autre longueur d'onde de la vie, là où nous serions des intrus. Seul demeure en nous le spectacle d'une chambre un peu banale mais si chaude, quelque part vers l'ouest. Seule demeure une silhouette allongée sur un lit, nimbé de bleu et qui commence à susurrer son secret. Chapitre 2. Eh bien c'est fait, cette fois-ci nous nous sommes vraiment rencontrés. Cela s'est passé la semaine dernière, du moins à peu près, me semble-t-il. Rebecca est assise là, face à nous, les genoux sous le menton, à même le sol de sa sphère de lumière blanche. Quiconque l'apercevrait aurait peine à trouver quelque élément tangible autour d'elle. Il n'y a qu'une clarté qui se suffit à elle-même, un état de disponibilité où tous les possibles sont envisageables sereinement. Oh, ne croyez pas que ce soit vide, paraît nous dire Rebecca dans la profondeur de ses grands yeux qui ne veulent pas nous quitter. C'est plutôt quelque chose qui ressemble au contraire à la plénitude. Nous contemplons silencieusement notre amie. Voilà plus de 15 jours que nous n'avons pas eu de contact avec elle, 15 jours qui soudainement se sont contractés. 45. Dans notre conscience au point de gommer les détails de notre vie quotidienne. Se peut-il qu'il y ait tant de temps ? Comme tous les êtres qui demeurent encore sur l'autre versant de la vie, Rebecca se montre douée de cette compréhension pénétrante que procure le langage télépathique. Avec sa vivacité habituelle, elle ne peut s'empêcher de devancer la question qui nous préoccupe. Moi aussi, savez-vous, je perçois étrangement la course du temps. Depuis que nous nous connaissons, surtout, j'y essaie de retrouver le sens du rythme des jours et des nuits. Il faut que je m'y accoutume plus rapidement que mon corps là-bas en bas ne me le demande, sinon il y aura beaucoup trop d'informations que je ne saurais pas vous communiquer. La difficulté réside dans le fait que le corps de mon âme, ici, a son propre rythme biologique qui n'a rien à voir avec celui auquel mon corps de chair est en train de s'habituer. Au début de mon arrivée en ce monde. Le temps, la lumière et tout ce qui était autour de moi vers la cadence de mes émotions, de mes envies et aussi du moindre des bonheurs que je voulais goûter. Ensuite je me suis en quelque sorte assagie en découvrant une force stable tout au fond de mon cœur. C'est alors que la nature et les êtres avec lesquels je vivais se sont mis à acquérir un caractère de fixité et d'équilibre à la mesure de mon amour pour eux. C'est là vraiment que tout a commencé à devenir merveilleux et que j'y ai perdu la notion du temps terrestre parce que je ne voyais plus de limitation ni de contrainte à la nouvelle vie dans laquelle j'y étais entrée. Ici aussi, même dans ma petite bulle entre deux mondes où j'essaie de me tenir le plus souvent possible, je demeure toujours dans ce rythme de la lumière sans cassure où mon cœur peut s'exprimer si pleinement. Je ne parle pas par image, voyez-vous, car par instant je vois encore ces courants vitaux d'un vert très doux, qui viennent teinter tout ce qui m'entoure. La seule différence c'est que j'y ai maintenant une sorte d'horloge instinctive, viscérale presque, qui fait régulièrement irruption en moi. J'ai la sensation que c'est elle qui m'attire vers la terre. Je sais aussi que tout cela s'opère par l'intermédiaire de ma rate. Le germe de celle-ci apparaît dans l'embryon avant même celui du cœur et c'est lui qui me transmet peu à peu la cadence solaire telle qu'on l'aperçoit sur Terre. Mais je voulais vous parler de ma mère. Mon père, c'est un peu plus difficile, il n'est pas encore venu me voir. De toute façon, c'est ce que je voulais avant tout vous dire, elle et moi nous nous sommes vraiment rencontrés. Que s'est-il passé au juste ? Comment est-elle parvenue jusqu'à toi ? Rebecca change alors de ton.
Elle paraît avoir soudé, nemment gagné une énergie nouvelle et, d'un geste des mains qui lui est devenu familier, elle tire lentement en arrière son épaisse chevelure noire comme pour la réunir en une seule coulée. Oh, dit-elle, elle ne l'a pas fait volontairement. Cela a pu s'arranger tout naturellement pendant qu'elle dormait. Mes amis d'ici m'ont dit qu'elle n'avait pas la notion du type de voyage que doit accomplir une âme pour revenir sur Terre, alors c'est inconsciemment que tout s'est passé pour elle. Tu veux dire qu'elle n'a pas le souvenir de t'avoir rencontré? Cela, je ne le sais pas encore. Je voulais simplement vous expliquer qu'elle n'a pas dirigé avec sa volonté la projection de son corps de lumière jusqu'à moi. Celui-ci s'est seulement glissé jusqu'à cette petite bulle de paix durant son sommeil de façon à ce que nos âmes puissent commencer à échanger un peu d'amour. Rien que pour cela car nous n'avons pas réussi à nous dire grand-chose. Mais, est-ce toi qui l'as appelé ainsi? Rebecca se met à sourire et nous lisons quelques malices dans les plis amusés de ses yeux. Oui, je l'avoue, c'est vrai. Mais il n'y a pas de mal à cela. Je crois savoir que nous agissons tous de la sorte lorsque nous redescendons. Il y a un peu de curiosité, bien sûr, à vouloir précipiter ce premier contact, mais c'est surtout, je crois, j'en suis sûr, une volonté d'aimer et de se faire aimer. Une volonté d'être accepté très vite, très très vite. La plupart de ceux que j'ai connus dans cette vie qui suit ce qu'on appelle la mort m'ont dit avoir souffert du manque de sensation d'être suffisamment aimé sur Terre. Moi aussi d'ailleurs, c'est toujours la crainte que j'y ai. Il y a en moi et en nous tous, semble-t-il, une sorte de blessure très vieille qui n'est pas tout à fait cicatrisée. Peut-être faut-il d'abord commencer par aimer si l'on veut recevoir davantage d'amour. J'en suis consciente mais j'ai une telle soif de mieux vivre cette vie que la précédente, de mieux y être, que je crains un peu d'oublier tout cela. Ma peur, c'est sans doute de trop vouloir demander et de ne pas réussir à donner assez. En tout cas, voyez-vous, ma mère a entendu mon appel et si elle a pu me rejoindre c'est parce qu'il n'y avait pas de barrage en elle, c'est-à-dire pas de tension, pas de rejet de sa situation. Il s'agit, bien sûr, de ce que vous appelleriez au départ un appel télépathique que j'ai lancé pendant son sommeil, cependant cela va plus loin parce qu'une telle émission de pensée engendre une sorte de courant électromagnétique qui crée lui-même une voie d'accès, un fil d'Ariane facile à suivre pour celui qui perçoit l'appel. À vrai dire, je redoutais un peu cet instant, mais finalement ce fut tout simple. Nous nous sommes trouvés l'une face à l'autre, elle un peu engourdie et moi, les sens tellement décuplés. Je n'avais pas la sensation qu'elle allait être ma mère. C'était plutôt une sœur ou une amie qui apparaissait, je ne sais pas. As-tu eu la certitude que tu la connaissais déjà, que tu vivais des retrouvailles? Cela vraiment, je ne le sais pas. Plus j'y y pense, plus je la conçois à nouveau comme ma sœur, c'est tout ce que je peux dire. Si nous avons une histoire commune, elle doit être très ancienne. Enfin, peu importe. Je crois avoir compris que nous ne devons pas chercher coûte que coûte à percer tous nos secrets. L'oubli est quelquefois un garde-fou extraordinaire, ne pensez-vous pas? Rebecca se tient maintenant debout à quelques pas de nous. Il semble que le fait d'évoquer ces choses la nourrit une nouvelle fois d'une énergie toute particulière. Dans ce monde où nous sommes, la pensée et les émotions parlent d'elles-mêmes. Elles bavardent presque, pourrions-nous dire, car les moindres de leurs manifestations deviennent aussi perceptibles que les jeux du soleil et des nuages dans le ciel. Ainsi, naissant de la conscience de notre ami, des formes très précises apparaissent près de son visage et s'en éloignent puis, comme lentement dévitalisées, se dispersant dans l'infini. Ce sont les contours de la grande armoire d'une chambre, ceux d'une porte ornée d'un gros numéro de cuivre, enfin les traits paisibles de sa future mère. Au milieu de tout cela pourtant, des lueurs d'un bleu verdâtre si caractéristiques flottent telles des brumes qui ne veulent pas se dissoudre. C'est l'océan intérieur de Rebecca qui tente d'en dire un peu plus en murmurant une crainte. Rebecca, alors, nous lance un regard, elle sait que nous savons et ne peut s'empêcher de sourire. Complice pour complice, fait-elle, soyons le jusqu'au bout. C'est vrai, j'y ai parfois un peu peur lorsque les traits de son visage prennent vie en moi. Je ne sais pas qui elle est mais je suis néanmoins tellement persuadée maintenant, plus j'y songe, que nous sommes très liés. C'est la nature de ce lien qui de temps à autre parvient à me tourmenter quelque peu au plus que je ne pouvais vous l'avouer tout à l'heure. Juste un peu d'anxiété. C'est drôle, c'est une sensation que j'avais oubliée. Si je l'aperçois, voyez-vous, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui évolue dans mon corps, là-bas chez ma mère. On m'a dit qu'avec les 7 minéraux qui fabriquent les bases de ce corps, le type de feu qui les caractérise y prenait place immédiatement afin de former ce que vous appelez les chakras. Si ceci n'était pas présent dès l'origine, rien ne se ferait paraît-il. Ensuite, c'est leur travail conjugué à celui, tout aussi fin, des éléments tels que l'eau ou la terre qui permet le développement des ramifications.
Ces ramifications, ce sont les nadis, n'est-ce pas, les vaisseaux éthériques. Ce sont eux, dit-on, qui, par leur direction, leurs enchevêtrements, vont dessiner précisément la forme du corps et faire de l'embryon un véritable fœtus. Oui, c'est aussi ce qui m'a été appris, mais je ne possède pas encore très bien ce vocabulaire. Je voulais surtout vous transmettre ma compréhension d'une vérité qui me paraît maintenant très importante. Le ciel et la terre sont contenus tout entiers au fond de notre corps autant qu'à l'origine de notre âme. Ce ne sont pas seulement des symboles que l'on peut manier en philosophie ou pour se donner l'impression d'avoir tout compris. Il y a surtout là des éléments qui deviendront un jour très tangibles pour tous, de véritables briques, chacune bien spécifique et avec lesquelles l'univers nous construit. T'ai dit l'univers, Rebecca, est ta façon d'évoquer Dieu? Oui, si vous voulez. Je préfère en parler de cette façon, voyez-vous. La dernière fois que je suis née et que j'y ai vécu sur Terre, nous n'avions pas le choix des mots, pas le choix de réfléchir au sens de ces mots, pas le choix non plus de penser autrement que par ces mêmes mots. Alors ici, avec mes amis, j'y ai décidé de faire éclater tout cela parce que mon âme ne pouvait pas respirer autrement, elle feignait de vivre mais, en fait, elle rongeait son frein. Beaucoup de ceux qui s'en reviennent comme moi, maintenant, ont compris ces choses et veulent faire basculer définitivement les structures archaïques. Bien sûr, je crois en Dieu. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsque je vois toute cette lumière, toute cette harmonie dans laquelle j'y ai vécu ici, lorsque je vois comment tout s'ordonne et quelle incroyable force organise la moindre docteur des choses, il faudrait être d'une mauvaise foi étonnante pour nier son existence. Je ne voudrais pas entrer dans une querelle de mots, pourtant je veux dire que certains d'entre eux sont vieux, on leur a trop fait mal. C'est pour cela que je ne dis plus Dieu, mais l'univers, parce que l'univers, pour moi, est une conscience qui aime et qui habite tout, qui ne se fâche pas pour un oui ou pour un non. Une conscience qui aime, je ne saurais vous dire plus. Mes futurs parents croient en Dieu, cela je le sais aussi. J'ai même compris que je vais avoir quelques difficultés avec eux à ce propos. Ils appartenaient à un moment donné à une sorte d'église, plutôt fermée qui doit avoir laissé des traces en eux. Il va falloir que je les fasse réfléchir très vite. Je me le suis juré. Notre amie a éclaté de rire comme si le fait d'avoir laissé échapper ces mots réveillait en elle une vieille ardeur combative dont elle veut néanmoins demeurer spectatrice. Oui, cela je le veux, reprend-elle aussitôt avec plus de douceur. Cela fait partie de mon travail, je me le suis promis. Il faut d'abord que je prépare ma maison dans cette vie. Rebecca, tu as donc tout de même quelques indications sur ce qui t'attend. Comment les as-tu obtenues? Nous savons qu'il existe certains lieux dans les mondes de l'âme, est-ce dans l'un d'eux que tu as été informé? Oui, il n'y a pas bien longtemps d'ailleurs. Il y en a un peu partout, cela ressemble à de grandes maisons. L'on se repose lorsqu'il y a quelque chose qui se fatigue en nous ainsi que je vous l'ai déjà expliqué. Y aller n'est pas une obligation mais on y est parfois fortement invité et c'est ce qui m'est arrivé une fois. Mes amis m'ont emmené là, dans une sorte de salon où je percevais vraiment la conscience divine autour de moi. Cela se traduisait par le sentiment très puissant, inexprimable, de faire un avec tout, même avec le fauteuil sur lequel je m'étais abandonné, même avec les murs. À un moment donné, d'ailleurs, cette sensation m'a tellement envahi que mon cœur s'est comme ouvert par le milieu et j'ai cru que j'y entrais dans la matière même de l'un de ces murs. Alors, des scènes ont défilé devant moi, à moins bien sûr que ce ne soit en moi. Elles étaient brèves et ne se suivaient pas, me semble-t-il, les unes les autres avec une logique apparente. Je ne parviendrai pas à vous les décrire aisément, c'est difficilement exprimable. Je peux seulement dire que je voyais et que je vivais des situations dans lesquelles il fallait faire preuve de beaucoup de volonté et de confiance, parfois presque aveuglément. Et toujours, pendant tout ce temps, je me demandais, est-ce que tu aides à quoi? Est-ce que tu aides à quoi? Je savais que je pouvais dire non jusqu'à un certain point mais qu'alors, je me fuyais moi-même. J'ai vu que celui qui pouvait devenir mon père travaillait dans quelque chose de très technique, dans des endroits très propres aux foisons et des fils et des boutons. J'ai vu aussi que pour lui ma venue pouvait être aussi une épreuve dans le sens où il aurait quelque peine à m'offrir l'autorité dont j'y aurais besoin pour ma stabilité. Ce serait son épreuve à lui. Mais aussi la mienne car il serait difficile de lui faire comme prendre cela et aussi le fait que je vais tenter coûte que coûte de lui faire considérer la vie autrement. Toutes ces visions étaient tellement nettes que c'est comme si ce futur en préparation ou en proposition était déjà arrivé quelque part dans le temps ou l'espace et qu'il fallait que j'aie seulement le courage de le rebâtir en moi, peut-être pour aller plus loin encore, pour le parfaire. Tout ce que j'y ai vu ensuite, c'était durant mon sommeil, dans ma maison. En vérité, vous savez, nous ne sommes pas obligés de passer par ces lieux dans lesquels des schémas de vie nous sont proposés.
Ils servent surtout lorsque cela s'avère nécessaire pour débloquer ou accélérer un processus de prise de conscience, de choix aussi. Ici, j'ai vu parfois des êtres qui étaient tellement beaux et qui rayonnaient tellement la paix. L'un d'eux enseignait que les mondes de l'âme devraient un jour se débarrasser de ces sortes de cliniques du futur qui ne sont, elles-mêmes, selon son expression, que des supports de conscience et qu'il faudrait en perdre l'habitude afin de se trouver davantage soi-même. Les âmes comme les corps, disait-il, se fabriquent des techniques tant qu'elles n'ont pas parfaitement trouvé leur maturité, c'est-à-dire leur essence et leur destination. Toujours est-il que je n'ai pas senti de bonheur ni même de plaisir pendant ces visions d'un possible futur. Je ne me sentais presque pas concerné, comme si une force supérieure à l'intérieur de moi savait pertinemment que ce que la vie me proposait là était encore un simple masque et qu'il me fallait voir tout de suite au-delà derrière lui. Mon vrai bonheur depuis que je m'en reviens, je m'en rends compte maintenant, c'est bien cette première rencontre ici avec ma mère. Pourtant je lui ai seulement dit, sais-tu qui je suis ? Ce à quoi elle m'a répondu, l'air étonné et un peu absente, bien sûr, j'y avais seulement peur d'être en retard. Je me demande si elle a pu ramener cette conversation avec elle et aussi sous quelle forme. Je crois, en fait, qu'elle est encore trop peu avancée dans sa grossesse pour se souvenir de quoi que ce soit. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas encore bien réalisé ce qui se passait. Nous supposons que tu vas maintenant tenter des contacts de plus en plus nombreux de cette façon-là. Sais-tu déjà comment cela pourra se passer ? Il est facile de concevoir que le processus va évoluer. On m'a seulement fait sentir qu'il faudrait que j'aille davantage vers elle plutôt que de la faire venir ici. D'ailleurs, ici c'est nulle part ou si vous préférez c'est une sorte de tiroir dans ma conscience où je me suis réfugié. Où j'ai tissé mon cocon. Attirer ma mère ici trop souvent, ce serait imprimer en elle, peu à peu, des sentiments qui ne sont pas siens, des souvenirs avec lesquels elle n'a aucune attache. Non, je vais plutôt me tenir de plus en plus souvent dans le rayonnement de ce que vous appelez sa conscience mentale, dans l'ambiance précise de cette aura. Ce sera une façon plus douce et plus juste de faire connaissance. En fait, je vais essayer de venir dans ses rêves dès que son corps de lumière aura juste quitté son corps de chair. Brusquement, le visage de Rebecca se redresse et acquiert une autre signification. Il exprime une confiance, une quiétude, une joie que nous ne lui connaissions pas encore. Excusez-moi, disent-ils doucement ses yeux. Derrière notre ami, face à nous, se tiennent deux êtres paisibles, un couple qui, à lui seul, exprime dans l'instant toutes les qualités du silence. Nous ne saurions dire ce à quoi chacun ressemble. Sans doute leur apparence n'offre-t-elle rien de particulier car ce sont simplement leurs regards qui attirent les nôtres. Ils traduisent la petite flamme impénétrable, insondable, mais à sa façon si bavarde, de ceux dont le dos a déjà beaucoup porté et qui ont compris l'essentiel. Nulle autre force que celle de l'amour n'a pu à ce point leur faire redresser l'échine. Cette vérité est tellement claire. Nous les reconnaissons enfin. Ils ne sont autres que les guides de Rebecca. Derrière eux, cependant, c'est comme un voile qui vient de se déchirer. Tout est désormais nimbé d'une clarté bleue et nous nous trouvons au cœur d'un verger en fleurs, assis sur une herbe d'un vert si tendre qu'elle exprime à elle seule une invitation. Tout est si merveilleusement pur que nous nous imaginons un instant ne pas devoir esquisser un seul geste de peur de faner quelque chose. Dans cette contrée de l'âme qui nous a ouvert ses portes, nous ne sommes après tout que de passage et notre nature est encore tellement différente de la sienne. Pourtant, qu'y a-t-il de plus immuable que la lumière qui se fait matière ? Tu vas trop vite Rebecca, déclare l'un des deux êtres en prenant notre ami par une épaule. Nous avons tenté de te le dire l'autre fois, alors que tu étais déjà en leur compagnie, mais tu étais tellement absorbé que ta conscience nous a repoussés involontairement. Tu veux te couper trop rapidement de ce monde qui demeure encore le tien. Tu veux faire place nette de façon si prompte que tu fais violence à ton âme. Pourquoi rechercher cette nudité autour de toi ? Tu ne dois pas te projeter déjà vers la terre en faisant, à ce point, table rase de ce que tu as connu. Laisse aussi à la terre elle-même le temps de venir vers toi. Tu es la somme de tous tes passés, vois-tu, et ce lieu fait encore partie de toi, tu ne peux en rejeter la chaleur et le charme tout aussi impulsivement que tu l'as fait jusqu'à présent. Rebecca vient de sourire et ce sourire s'est accompagné d'un soupir bruyant comme ceux des enfants à qui l'on vient d'administrer un petit sermon. Je sais bien tout cela, fait-elle en appuyant le front sur l'épaule de celui de ses amis qui l'étreint toujours. Je le sais en fait, malgré ma joie, j'ai un peu peur de revenir vers la terre alors je voudrais que tout aille si vite. Pardonnez-nous d'intervenir ainsi, dit l'un des deux. Être en se tournant maintenant dans notre direction. Nous ne sommes que de simples humains qui un jour devront aussi reprendre le chemin de la matière dense. Mais il nous faut mener à bien cette tâche par laquelle nous avons entrepris de guider Rebecca. Nous sommes, de plus, réellement heureux que vous assistiez à tout cela.
Ainsi, Rebecca vous sera un peu plus familière et ses erreurs vous enseigneront quant aux itinéraires de l'âme. Voyez-vous, ce verger qui vient d'apparaître autour de nous est encore celui de Rebecca, celui où elle aimait passer de longs moments entre deux existences sur Terre. Elle a un peu de difficulté à admettre que si elle le quitte de façon trop radicale, elle va enclencher systématiquement un processus d'incarnation lui-même trop rapide. Lorsque l'on se coupe très brutalement d'un type d'existence pour un autre, l'âme n'a que rarement la capacité d'assimiler le sens et la portée de sa mutation. Il peut en résulter des tensions et une acclimatation délicate pour elle dans le monde où elle se rend. Ce qui est valable dans le cas d'une mort physique brutale se justifie également dans l'autre sens. L'idéal est de prendre docteur le temps d'ouvrir la porte puis de la refermer derrière soi en sachant bien que l'on en garde toujours la clé. C'est un problème de souplesse de l'âme, de fragilité de son équilibre face à une qualité de lumière si différente. C'est aussi un problème d'onde mentale, surtout dans le cas d'une naissance à la Terre. Si Rebecca, dans le fond de son cœur, désire se réincarner très vite, inconsciemment sa force psychique va générer des influx qui vont rejoindre automatiquement le fœtus en élaboration pour elle. De tels flots de force vont alors, voyez-vous, accélérer la rotation de l'énergie universelle, le prana, dans les nadis de ce fœtus. Il ne faudra donc pas être surpris, dès cet instant, si celui-ci veut biologiquement prendre une sorte d'autonomie plus rapide. Sa richesse en une certaine qualité de prana et les informations subtiles dont ont été nourris un peu artificiellement quelques-uns de ses organes parmi lesquels la rate et aussi le germe du thymus sont des éléments qui enracineront l'âme avant l'heure. C'est ainsi que naissent des prématurés avant même que tous les minéraux et les forces planétaires qui s'y rattachent aient eu la possibilité de parfaire pleinement leur œuvre. Il y a bien sûr des raisons exceptionnelles à certaines naissances anticipées, mais notre explication illustre le cas général. En ce qui concerne Rebecca, il ne s'agit pas qu'elle suive ce chemin car, d'une part elle pourrait imprimer dans son futur corps une tendance à manquer régulièrement de certains métaux, d'autre part elle ne fera qu'ancrer dans son inconscient un besoin de rapidité presque maladif qui en fera une perpétuelle impatiente. Je sais pourtant tout cela, reprend notre ami en se tournant vers nous, c'est exactement l'inverse de cette attitude qu'il me faudra développer comme la plupart de ceux qui vont prendre corps dans les années à venir. Ici, voyez-vous, nous avons été nourris d'une volonté des mères alliée à une solide volonté d'agir. Il va falloir une grande puissance de travail et de ténacité dans l'effort pour construire les espoirs et graver les images que nous avons cultivées dans notre cœur et que l'humanité réclame. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'âmes qui doivent incessamment revenir sur Terre, se sont souvent rencontrées non loin d'ici et continuent à le faire. Elle ne veut plus de la terre qu'elles ont connue autrefois et que certains hommes persistent encore à vouloir leur léguer, avec les mêmes lourdeurs, les mêmes hésitations, les mêmes limitations surtout. Je fais partie d'une vague d'êtres qui veulent agir vite et bien, sans compromission. Je n'ai pas choisi d'être ainsi et je ne peux croire que ce soit l'effet du hasard si la force divine me fait comprendre aujourd'hui que je dois revenir. Alors, tu feras de ton excès d'empressement une qualité, Rebecca. Sur ces paroles, chacun se tait. Peut-être pour assimiler la transmutation qu'elle implique, peut-être pour se désaltérer davantage le cœur au contact du lieu. Un vent très léger, à peine parfumé, une lumière douce et vivante, des arbres gorgés de fleurs et quelques pierres sèches rassemblées en un muret sur lequel se sont assis les guides de Rebecca, voilà où nous vivons pleinement cet instant. Si nous n'en connaissions la réponse, une question à coup sûr nous entrait, comment vouloir s'extraire d'une semblable paix ? Est-il possible de nommer la force qui attire vers l'obstacle, qui pousse le forgeron à vouloir forger ? Notre monologue intérieur amuse Rebecca. Moi, je ne la nomme pas, fait-elle, tout ce que je veux c'est me retrouver, moi et ce qui vit de moi dans toute la création. Je ne parviens plus vraiment à respirer dans ce monde de quiétude parce que la quiétude n'est plus en moi, parce que je sais que je me suis assez reposée et que je crains d'oublier le but. Malicieusement, nous voulons plonger davantage dans le cœur de notre ami. Nous espérons en l'entendre exprimer ce que nous comprenons nous-mêmes. Mais le but de la vie n'est-il pas le bonheur, Rebecca ? Nul ne parvient-il à le saisir ici ? Comment être parfaitement heureuse si une partie de moi-même eut encore dans la matière lourde ? Cette partie s'appelle les autres. Comment être heureuse maintenant si la matière elle-même qui m'a aidée à être ce que je suis conserve quelque part sa pesanteur ? Non, il faut que ce monde et l'autre, et les autres s'interpénètrent plus encore et n'en fassent plus qu'un. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule vie qui circule sans haut ni bas. Il faudra revenir tant qu'il y aura encore des morts et jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus que des naissances. Je ne cherche pas cet état avec tourment, au contraire, mais avec détermination et c'est pour cela, je crois, que la porte m'a été ouverte afin de revenir.
Tandis que Rebecca prononce avec force chacune de ses paroles, nous la devinons de plus en plus absente des lieux. Nous sentons que son âme se replie sur elle-même, non pour tenter de s'abriter dans quelque refuge mais pour se recentrer, pour mieux rayonner et distribuer le trop-plein de son cœur. Son corps de lumière en acquiert presque une transparence car la structure vibratoire de sa conscience astrale s'en trouve directement modifiée. L'espace d'un instant, Rebecca nous fait songer à un petit bloc de sel que l'on plonge dans l'eau et qui s'y dissout. Elle s'efface alors de notre vue, nous laissant seuls avec ses amis. Elle maîtrise un peu mal son état émotionnel, nous dit l'un d'eux comme pour l'excuser. Il y a tant de choses dont elle ne prend vraiment conscience que maintenant. C'est un phénomène assez normal, voyez-vous. Dès qu'une âme s'en retourne dans un corps de chair, elle a tendance à faire un tour d'horizon de ce qu'elle y a appris et vit ce processus tout à fait intensément. En ce monde, c'est une loi et cela facilite sans doute l'imprégnation dans la mémoire profonde des grandes vérités assimilées afin que celles-ci se répercutent jusque dans l'incarnation. Soudain, changeant un peu de ton, l'être qui s'adresse à nous, ajoute à mi-voix, pardonnez ces phrases qui vous semblent probablement un peu floues ou tout au moins assez impersonnelles. Nous ne sommes nous-mêmes que de simples êtres humains qui ont accepté d'épauler ici quelques-uns des leurs, un peu plus jeunes. À vrai dire, notre difficulté à vous parler provient de ce que nous vous percevons difficilement. Même si vous pouvez admirer ce verger, vous y déplacer, vous ne faites pas corps avec lui. Pour Rebecca c'est différent, elle est tellement plus proche de vous maintenant. La densification de ce que vous appelez son corps astral s'ajuste tout naturellement à plusieurs niveaux. Sa conscience flotte entre deux états et cela se répercute immanquablement sur la structure de ses molécules. Quant à moi, j'y étais prêtre lors de ma dernière existence terrestre. Lorsque je suis arrivé en ce monde, j'y ai vécu une explosion, mon cœur a été gorgé d'une paix que je n'aurais jamais cru possible. Immédiatement, alors, j'y ai voulu servir à quelque chose, j'avais développé une telle amertume sur terre. Des présences de lumière, je ne puis vous dire qui au juste, elles étaient tellement christiques, m'ont très vite confié ce travail afin de continuer à guider les âmes mais si librement, tellement plus en accord avec moi-même. En tant que prêtre, j'y ai toujours souffert du dogme, sans jamais oser le dire. Sans doute sa barrière consentie était-elle un moyen de me sécuriser. J'ignore pourquoi je vous livre tout cela mais je sentais qu'il le fallait car nous avons, à un moment donné, été un peu vos intermédiaires auprès de Rebecca. Je dis « nous » parce qu'ici j'y ai retrouvé la compagne dont j'y avait refusé l'amour sur terre et qui pourtant m'avait toujours habité. Aujourd'hui, vous voyez, j'y ai compris autre chose et nous œuvrons tous deux dans la même direction, côte à côte. La torture morale et les appels refoulés, je le sais maintenant, n'ont jamais vraiment grandi l'homme. Une vague de silence vient déposer en nous son écume. Que répondre d'ailleurs à cela? Que nous savons, que nous comprenons? Aucune formule conventionnelle ne peut convenir à des âmes qui s'écoutent mutuellement. Ce sont les yeux alors qui s'expriment. N'avez-vous pas remarqué le mutisme total de Rebecca quant à la famille proche avec laquelle elle a vécu ici, questionne alors timidement la compagne de celui qui s'est jusqu'à présent adressé à nous. Effectivement, nous commencions à nous interroger sur ce point. Malgré son empressement à redescendre sur terre, Rebecca vit son départ de ces lieux exactement comme vous pourriez vivre une mort. En fait, c'est réellement ce qui se passe, elle meurt à ceux qui lui sont chers. Sa sensibilité la pousse plutôt à ne pas vouloir évoquer leur existence et à plonger le plus rapidement possible dans la matière physique. C'est une réaction que nous comprenons fort bien. Ainsi, tandis que ses futurs parents se prépareront activement au bonheur de sa venue, ici nous-mêmes ressentirons un manque et Rebecca aura sans doute froid au cœur pendant quelques semaines ou quelques mois. Il en est de même pour tous à de rares exceptions près. Cela, on ne l'imagine pas sur Terre, ce qui est joie pour l'un peut être arrachement pour l'autre. C'est bien souvent le souvenir des horizons lumineux de son ancienne terre et la mémoire des visages de ceux qu'il vient de quitter qui s'expriment dans les larmes d'un nourrisson et rendent son regard parfois si absent. Dans ce sens-là aussi, il y a un portail à franchir et son passage fait partie du processus de maturation de l'âme. Plus on le franchit en conscience, c'est-à-dire paisiblement, sans perte d'identité, sans somnolence excessive comme pour fuir ce qu'il faut lâcher en soi, plus l'entrée dans le fœtus devient aisée et plus le souvenir du but de la vie qui s'ouvre s'ancre en celui-ci. Il faut toujours ouvrir les yeux, toujours chercher à praiser vers la vivacité de la conscience et de la confiance, quel que soit le côté du voile que l'on abandonne. Tout en écoutant les paroles de cet être, nous ne pouvons nous empêcher de songer à l'attitude erronée que la plupart d'entre nous, subjugués par une force de vie qui paraît si neuve et tout en devenir, observons face à un nouveau-né. L'enfant qui vient de paraître, n'en doutons pas, n'est pas un terrain si vierge que le velours de sa peau voudrait nous le suggérer.
Il porte en lui ses bagages, ses craintes, ses espoirs, ses inhibitions, ses joies, tout un potentiel, toute une gamme de couleurs qu'il a plus ou moins développées depuis si longtemps, bien plus de temps que l'on ne se plaît à le croire. Tandis que ces notions traversent rapidement notre esprit, il nous semble que notre place n'est plus là sous ces arbres en fleurs. Rebecca nous appelle. Une voix silencieuse résonne avec insistance dans notre poitrine et réclame une action, mais cette action passera par l'abandon total de notre vouloir. Il faut retrouver le fil d'Ariane qui nous unit désormais à notre amie. Nous ne cherchons pas un lieu mais une sensibilité, une note que son âme émet et qui ne ressemble qu'à elle. Il suffit de la laisser s'exprimer au fond de soi. Une force nous enveloppe, nous attire à elle, loin en arrière. Elle nous gomme de ce lopin de terre aux accents de printemps, elle nous réduit à un point dans l'univers et nous demande soudain de respirer différemment ailleurs, plus près de notre terre. Nous nous trouvons au-dessus de la foule, une foule grouillante sur de larges trottoirs. C'est la fin de la journée, le ciel rougeoie et déjà les néons clignotent puis coulent en cascade sur les façades des immeubles. Tout à l'heure il pleuvait, l'asphalte ressemble maintenant à un miroir sombré sur lequel défile, dans un murmure crépitant, un cortège de voitures. Anonyme parmi les hommes et les femmes qui se pressent, un couple vient de sortir du hall béant d'un cinéma. Notre regard s'est automatiquement figé dans sa direction car il est comme habité d'une présence qui le différencie des autres. Elle, nous la reconnaissons, elle sera la mère de Rebecca. Lui, probablement son futur père, nous l'apercevons pour la première fois. Sa silhouette est fine et sa démarche un peu malhabile, semblable à celle de ces adolescents qui ont grandi trop vite. Quelque chose de noble, et de parfaitement droit aussi, s'exprime en même temps. De tout son être et force la sympathie. S'il pouvait savoir. La silhouette de Rebecca se tient près d'eux, tel un foisonnement d'atomes irisés rivés à l'aura qu'il dégage. 3 âmes en une. Sans doute ces instants de fusion inconsciente compteront-ils pour elle plus que nul ne parviendra jamais à le deviner. Il semble ne rien se passer sur ce trottoir, rien que de très banal mais en fait, un lien se tisse, 3 instruments de musique apprennent à ajuster leurs cordes, 3 archers s'apprêtent à jouer au même rythme. En vérité, nous assistons à un curieux échange. Pleinement consciente, comme si elle dévorait des yeux un spectacle qui lui ravit l'âme, Rebecca paraît faire sienne quelques facettes de la vie profonde de ses futurs parents. Par un mécanisme qui ne dépend pas de sa volonté mais qui répond aux lois d'une physique subtile, elle a attiré à elle, à partir des corps de son père et de sa mère, des masses lumineuses mouvantes, telles des brumes colorées où bouillonnent les matériaux d'une vie intime. Notre amie apprend. Elle apprend qui ils sont. Non pas l'histoire de leur vie mais la symphonie que celle-ci joue. Elle se familiarise avec les notes dominantes qui proposeront leur portée aux siennes. De même qu'il existe une génétique du corps, il y a une génétique de l'âme. Dès les premières semaines qui suivent la conception, les auras de ceux qui s'unissent pour créer une famille s'épousent étroitement et agissent entre elles comme des vases communicants. Jamais auparavant il ne nous avait été donné de l'observer à ce point. Face à ces êtres qui s'aiment et qui impriment la même direction à leur volonté, nous voyons ici combien les rayonnements des corps subtils sont analogues à des mémoires profondes, à de véritables banques de données, dirait-on maintenant. À l'image d'un corps, la lumière qui constitue une aura est assimilable à une myriade de cellules qui se regroupent par affinité jusqu'à former des masses énergétiques d'une certaine densité, d'une certaine ampleur, d'une certaine coloration aussi. Ce sont elles qui véhiculent les spécificités de base d'un tempérament, la forme de sensibilité ou même de rugosité d'une âme. Ce sont elles enfin qui, au-delà des gènes et de l'éducation, établissent les liens de filiation authentiques. Les constituants de l'âme, soyons en conscients, se parlent selon un langage précis tout autant que ceux du corps. Cependant, non loin de nos regards qui goûtent à la beauté de cet instant d'échange, la silhouette de Rebecca continue de se laisser porter par le halo lumineux du couple qui marche maintenant d'un pas plus pressé dans une ruelle moins fréquentée. À vrai dire, mais peut-être est-ce dû à la proximité du rayonnement terrestre, notre amie nous semble différente de ce qu'elle était il y a quelques instants encore. Elle nous donne la sensation d'avoir parcouru avec avidité et en l'espace d'un éclair, un grand livre qui a déjà modifié en elle et à sa façon, sa vision des choses. Ainsi, le corps lumineux de Rebecca s'est-il teinté doucement des nuances roses qui flottent depuis tout à l'heure autour de ses parents blottis l'un contre l'autre. Il ressent leur joie, la fait sienne, comprend leur sensualité et l'absorbe en lui laissant à tout jamais, peut-être, un souvenir semblable à une tendre et crainte. Certaines nostalgies proviennent parfois de tels instants où tout est simple et banal mais en même temps si évident de clarté. Non, pas là. C'est la voix de Rebecca qui laisse échapper brusquement cette exclamation. Ces mots ont surgi en nous avec les modulations d'une petite plainte. Nous ne tardons pas à comprendre.
À quelques pas du couple, de grandes enseignes jaunes et écarlates agressent le regard. Elles sont éloquentes. Il s'agit là de quelques lieux où l'on se restaure rapidement, probablement à demi assis face à un comptoir garni de verres en carton, de paille et de distributeurs de boissons gazeuses.